Bonjour, je suis Chancel Bilompassi Mitsati. Je suis auteur avec deux ouvrages à mon actif, publiés en 2016 aux éditions universitaires européennes. Mon premier ouvrage a porté sur le processus de justice transitionnelle au Rwanda. Et le deuxième ouvrage, c'est en quelque sorte une critique, une analyse que je fais du roman de Alain Mabankou, de Blanc-Rouge. Donc j'ai publié cet ouvrage sous le titre de Migration et représentation dans Bleu Blanc-Rouge d'Alain Mabankou. Je suis fonctionnaire à l'Union africaine. Je suis experte en paix et développement. Donc voilà brièvement présenté mon profil et prendre en fait la parole sur cette plateforme afin de parler de penser le Congo de demain ne peut être qu'un moment de réelle satisfaction en même temps que de grandes émotions. Oui, grande émotion au regard en fait des recommandations qui pourront être émises par les différents panélistes et pourront par ricochet être exploités par la suite. Donc, consciente en fait qu'il n'existe pas de solution unique, toute faite, comme je dirais une chaussure déjà taillée, nous allons nous aussi tenter de définir une trajectoire stratégique et peut-être, je dirais, audacieuse, ouais, pour les prochaines années en vue de la transformation du pays en une nation prospère, intégrée, sécurisée et pacifique, démocratique et dynamique. Alors, malgré le chemin encore parsemé d'embûches, je dirais, excusez-moi, qui reste à parcourir, notre vœu, c'est en fait de voir le Congo réaliser sa cohésion sociale, sa démocratie, sa croissance économique. Alors, tel est notre souhait. Et avec donc ce forum, s'ouvre la possibilité des échanges stimulants pour un Congo meilleur. Je voudrais, avant vraiment de commencer, rendre un hommage mérité à l'équipe de cette plateforme. Ouais. Et à tous les Congolais qui l'a fait vivre. Alors, 60 ans d'indépendance, oui, nous célébrons les 60 ans d'indépendance de la République du Congo. 60 ans, oui, c'est un moment clé de l'histoire, de notre histoire. Beaucoup de choses se sont faites, mais on peut aussi dire que les suites n'ont pas été aussi réussies. Voilà. Donc, on peut dire en 60 ans, il y a eu certes des avancées, il y a eu certes de bonnes choses, mais beaucoup de changements significatifs restent encore à réaliser. Ça, ne nous voilons pas la face, beaucoup reste à faire. D'où nous sommes là ce soir, pour justement penser le Congo de demain. Nous sommes là ce soir, oui, pour essayer d'apporter aussi notre part à l'édifice. Avant donc de commencer à parler de ce Congo de demain, permettez-moi de faire un petit état de lieu très rapidement. Alors, on ne peut prétendre que c'est rose. Dire que c'est rose, tout est rose, c'est vraiment se voiler la face, c'est se mentir à soi-même, c'est être aveugle aux réalités que vivent les populations. C'est nous dérober en fait de la nécessité de redresser la situation. C'est nous dérober de la nécessité d'apporter notre pierre à l'édifice parce que le Congo compte sur ses fils et sur ses filles. Donc avec dignité, humilité et sincérité, nous sommes donc là ce soir pour également contribuer à ce Congo prospère dont nous rêvons. Et sur ce, nous le ferons avec quelques recommandations. Nous sommes là ce soir pour célébrer fièrement nos 60 ans sur les réalités, sur les progrès, mais aussi sur les défis auxquels la paix, le pays est en fait confronté. La paix, le développement, voilà. Nous avons encore des défis à relever et nous savons
aussi, hein, que celui qui ose parler, comme on le dit familièrement, celui qui ose parler peut s'attirer des ennuis, mais et qui ose ne dire mot également peut en fait, s'attire de la sympathie, mais n'oublions pas que l'État émane d'un contrat qui nous lie aux citoyens que nous sommes. Et le Congo compte sur ses filles, le Congo compte sur ses fils. Alors, penser le Congo de demain, nous abordons ce thème en fait sous le prisme de la paix positive, qui est en fait un enjeu majeur pour le développement durable. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est quoi déjà la paix positive? Ben, la paix positive, selon Johan Galtung, qui est le père en fait de la science hein, de la paix, donc la paix positive renvoie en fait à une société égalitaire, à une société minée par l'équité, la justice et le développement. Donc la paix positive en fait inclut la recherche de la justice sociale. Lorsqu'on parle de paix positive, c'est la justice sociale qui intervient, c'est la lutte contre toute violence structurelle qui résulte en fait de la pratique du pouvoir étatique qui diffère en fait. La paix positive diffère de la paix négative qui est l'absence de guerre, l'absence de conflits armés. Présentement, on peut dire le Congo, la situation actuelle, c'est que le Congo expérimente la paix négative. Pour le moment, il n'y a pas de guerre, on ne le souhaite plus d'ailleurs. Il n'y a pas de conflit armé, il n'y a pas de conflit ouvert. Le dernier conflit, hein, c'était au Poul, mais il y a eu la cessation des hostilités, a été mis en place un programme de DDR, désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants. Et nous pensons que voilà, le Congo actuellement est assez stable, donc il y a vraiment pas, il y a l'absence de conflit, ce qui est une bonne chose. Mais alors, ça ne veut pas dire que le Congolais, que nous vivons bien, il y a encore des défis qui sont là. Il y a des problèmes de satisfaction des besoins fondamentaux dont parlait Maslow, ce n'est pas encore réglé. Des problèmes d'eau, des problèmes d'électricité. Alors, on rencontre encore des injustices, hein, que ce soit dans l'administration. Il y a peut-être le tribalisme qui souvent prime. On a l'ethnie qu'on met au devant. Et donc, ici, il est question donc de parler de la paix positive, de mettre l'accent sur la paix positive, qui est là en fait pour nous emmener à une société plus égalitaire, à une société où, voilà, qui mettra en exergue l'équité, la justice sociale. Donc, voilà ce qu'on peut déjà d'emblée dire pour introduire ce sous-thème. Donc, voilà, nous sommes là pour exposer, oui, penser le Congo de demain, mais sous le prisme de la paix positive. Alors, dans cette optique, donc, de s'inscrire hein, sous le prisme de la paix positive, enjeu de développement durable. Ici, nous allons déjà parler de l'existant. Nous avons défini ce qu'on entendait par la paix positive. Et ce que je souhaiterais d'emblée dire, c'est que l'existant, c'est quoi? Le Congo a une feuille de route. Le Congo a mis en place ce qu'on pourra appeler un plan national de développement. C'est vrai, on n'a pas de vision de développement à long terme. Contrairement peut-être à des pays hein, tels que le Cameroun, qui a mis en place une vision jusqu'en 2035. L'émergence jusqu'en 2035, ils ont mis en place une stratégie. Eux, ils parlent de stratégie. Ils ont mis en place la stratégie, comment ils ont appelé ça, pour la croissance et l'emploi. Lorsque nous prenons par exemple une structure telle que l'Union africaine, où je travaille, l'Union africaine a mis en place également une politique. On parle de l'agenda, l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons. 2063, c'est loin, mais bien évidemment, il y a des politiques qu'on a essayé de détailler hein, sous forme de plan de 10 ans, etc. Maintenant, pour revenir, pour le cas du Congo, on a une politique qu'on pourrait dire à moyen terme. Il y a une politique qui existe. Hein, cette politique qui doit nous emmener justement vers l'émergence du Congo. Et c'est bien défini, la période c'est 2018-2022. Alors on peut dire nous sommes déjà à mi-parcours. À mi-parcours, et cette politique, ce plan en fait,
C'est un document de 352 pages, mais un document vraiment hyper riche qui comporte en réalité un programme pluriannuel des actions prioritaires. Voilà. Alors, c'est un document hyper riche, je dirais. Bravo à ceux qui l'ont conçu, bravo au gouvernement qui a adopté ce document, parce que moi, je dirais, c'est un document complet. On ne va pas réinventer la roue. En termes de politique publique, le document est là. Alors, penser le Congo demain, c'est déjà de commencer à mettre en œuvre, de penser à la mise effective de ce plan national de développement. Une mise en œuvre effective, faire le suivi et évaluation. Alors, si on ne le fait pas, ça sera je peux dire, on va toujours recommencer. On a des beaux textes, mais la mise en œuvre n'est pas effective. Donc, du coup, on a l'impression de faire le surplace. Pourquoi je le dis? Tout simplement parce qu'avant ce plan, il y a eu un plan qui était là avant 2012-2016. Et bien avant cela, il y a eu le document qu'on appelait DRSP, qui était de 2008-2010. Alors, qu'avons-nous fait? Donc, je souhaiterais rebondir sur le plan national actuel, qui en réalité parle de 6 piliers. Oui, 6 piliers. Nous avons un pilier qui porte sur la gouvernance. Donc, que ce soit la gouvernance politique, judiciaire, sécuritaire, administrative, économique et financière. Nous avons un pilier 2 qui nous parle du renforcement et la valorisation des ressources humaines. Alors, à travers, par exemple, la réforme du système éducatif. Aujourd'hui, le souhait, c'est que l'éducation soit réformée, repensée, à rééquiper même déjà nos écoles, penser vraiment à améliorer la condition de vie des enseignants. Tout c'est ensemble et aussi met l'accent sur la formation professionnelle et qualifiante. Alors que voulons-nous d'autre? Alors, nous avons toujours dans ce document, ce document met également l'accent sur la diversification de la transformation de l'économie, sur le développement et la modernisation des infrastructures. Et aujourd'hui, il y a un changement si on a suivi le discours du chef de l'État, qui nous a parlé aujourd'hui, nous avons les routes, etc. Bon, ça c'est quelque chose, on peut dire bravo, mais dans d'autres secteurs, on peut dire beaucoup reste encore à faire. Beaucoup reste à faire. Nous avons un pilier sur le développement social et inclusion des groupes défavorisés. Et ce soir, lorsque tout à l'heure j'ai parlé de la paix positive, la paix positive nous emmène vers un état où il y a l'équité, où il y a la justice sociale. La justice sociale. Et donc, dans le plan national de développement, on a le pilier 5, pour ne pas dire l'objectif 5, qui met justement l'accent sur la protection du capital humain, notamment la santé, les affaires sociales, le sport, la promotion de la femme, l'habitat, l'emploi, le travail, la prévoyance sociale et enfin nous avons le développement durable. Donc nous allons mettre ici l'accent sur deux objectifs qui émanent de ce plan national de développement qui entre en fait dans le processus de la paix positive. Si nous parvenons vraiment à mettre en exergue, à mettre en œuvre, à faire le suivi, à faire l'évaluation, tel que ça a été défini de ces points-là, notamment du point 5, développement social et inclusion des groupes défavorisés, je vais m'appuyer sur ça, je vais m'attarder sur ça, et aussi sur l'objectif 2, qui est le renforcement et la valorisation des ressources humaines. Je pense qu'à travers la réforme du système éducatif, la formation qualifiante et professionnelle, je pense que nous allons aboutir à ce Congo dont nous rêvons. Donc nous allons nous articuler sur ces deux points. Alors, penser le Congo de demain, sous le prisme de la paix positive, c'est aussi revoir en fait la participation de la femme au développement. C'est revoir la représentativité de la femme. Je ne le dirai jamais assez. Vous savez, depuis les indépendances, aujourd'hui nous célébrons 60 ans. Mais si je prends rien que la tranche des années, depuis 1960, si on peut le dire comme ça, jusqu'en 2015, la République du Congo a compté 340 ministres. Je répète, 340 ministres, dont 18 femmes, ce qui n'a représenté que 5%
348 femmes. Alors, c'est à partir en fait de 2015, 2016, je dirais, que les choses ont commencé un peu à changer, avec notamment la mise en œuvre de la nouvelle constitution. On a eu, par exemple, en 2016, un gouvernement de 38 ministres et où on a compté 8 femmes. Voilà, on a compté 8 femmes, soit on peut dire un pourcentage de 21%. Alors nous disons bravo, c'est une avancée, voilà, c'est une avancée. Et par la suite même, voilà, on est passé à un gouvernement, je dirais, de 36 ministres, avec toujours 8 femmes. Et c'est vraiment une grande avancée à saluer. Cependant, nous plaidons pour au moins 30%. On ne veut pas, moi, de mon point de vue, les histoires de 50-50, non, je n'y pense pas trop. Mais atteignons d'abord 30%. Atteignons d'abord 30%. Nous avons notre constitution. Alors, je dis souvent, elle est magnifique. Si on prend par exemple l'article 17 de la Constitution de 2015, voilà, du 25 octobre 2015, c'est quelque chose, voilà, il y a l'article 17 qui défend en fait les droits de femmes. Il y a l'article 17 de la Constitution, voilà, qui parle des droits même de la femme. Et nous savons que la femme aujourd'hui représente près de 52% de la population congolaise. La même chose pour les jeunes. Mais il est inadmissible que nous ayons encore une petite représentativité. La question, c'est pas seulement voilà, penser à gonfler le nombre, on veut plus de femmes, mais mettons des femmes à fort potentiel. Moi, je ne le dirai jamais assez, je suis une femme, mais ça ne me ferait jamais plaisir que je sois qu'on me donne un poste. Non, pour la simple raison que je suis femme, non. Donnez-moi un poste parce que j'ai les compétences pour le faire. Nous voulons penser le Congo de demain, c'est que nous voulons que le paradigme puisse changer. Au Congo, prenez l'armée. On n'a jamais des femmes, on ne compte pas encore des femmes généraux. Alors pourquoi ce retard? Ailleurs, dans d'autres pays, on voit des femmes. Les colonels, on n'en compte pas. C'est des chiffres pléthores. On compte 3, 4, 7, jusqu'à 10 généraux. Il y a des pays en Afrique. Et pourquoi au Congo, jusqu'à présent, on n'a pas encore de femmes au grade de général? Nous avons notre école de cadets qui accepte les jeunes garçons à partir du CM2, niveau CM2. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore l'école de cadets pour les jeunes filles. Alors, ça cause un retard. Aujourd'hui, depuis que la République existe, on n'a jamais eu de femme ministre d'État. Peut-être que ça existait, mais je ne pense pas. Prenons le gouvernement actuel. Mais on veut aussi un Congo, le Congo de demain. C'est ce Congo-là où on comptera des femmes ministres d'État. Le Congo de demain, c'est un Congo où on pourra avoir des femmes premiers ministres. Le Gabon vient de donner un signal fort. Nous avons une femme aujourd'hui qui est chef de gouvernement au Gabon. Alors pourquoi pas au Congo? Nous voulons des femmes au portefeuille de ministre des Finances, au portefeuille des ministres des Affaires étrangères. Voilà, ça c'est des postes, je dirais, c'est nominatif. Alors, il faut qu'il y ait de la justice, il faut qu'il y ait de l'équité, il faut penser à mettre des femmes vraiment, à nommer des femmes à fort potentiel. Aujourd'hui, si je prends par exemple, on venait de nommer les sous-préfets, j'ai pris la peine de compter, 90 sous-préfets ont été nommés et on compte à peine 5 femmes, oh là là, donc soit 5,5%. On a eu des administrateurs maires qui ont été nommés. Ils sont, je pense, au nombre de 23. À peine 6 femmes, soit 26%. Donc la question, nous plaidons, le Congo de demain, c'est un Congo où cette violence, parce que ça devient une violence structurelle, où on se dit non, ben voilà, les femmes sont encore un peu en arrière. Je ne parlerai pas de nos partis politiques. Demain, pensons avoir aussi, par exemple, au PCT, une femme secrétaire générale, pourquoi pas? À l'UPADES, pareil.
Et maintenant, le message aussi, ça je voulais un peu m'atteler sur des postes où on nomme en fait. Mais les femmes elles-mêmes, elles doivent aussi se lever. Les femmes doivent connaître leurs droits, les femmes doivent se former et un peu arracher aussi ce pouvoir. Parce que ça ne te donnera pas sur un plateau. Donc, penser voilà, le Congo de demain sous le prisme de la paix positive, enjeu de développement durable, c'est penser aussi à inclure, à faire vraiment participer les femmes au moins à 30%, voilà, dans nos administrations. On va poursuivre, donc, penser le Congo de demain sous le prisme de la paix positive, enjeu majeur de développement, c'est aussi impliquer la diaspora congolaise dans la vie participative, je dirais, du pays. Ouais, la diaspora congolaise. La première chose, ce que je souhaiterais dire, c'est que chaque diaspora a ses propres besoins, a ses propres capacités, selon les particularités en fait de son histoire et des conditions même en fait, du pays d'origine et du pays d'accueil, voilà. Mais de façon générale, on le sait, la diaspora apporte une contribution précieuse, significative aux efforts de développement de leur pays. Alors, à travers par exemple le rapatriement des fonds, à travers des grands investissements, et donc de manière globale, je dirais, la diaspora congolaise doit aussi jouer un rôle, et peut-être joue déjà un rôle, mais doit jouer un rôle partenaire au développement. Voilà. Un rôle, je dirais, positif pour lutter en fait contre la pauvreté, un rôle significatif de transformation même de l'économie. Donc, ma préférence serait, voilà, penser le Congo de demain, c'est penser surtout en Congo, où il y aura acheminement, je dirais, de transfert, de connaissances, de compétences, voilà. C'est ça aussi, penser le Congo de demain, où la diaspora va jouer peut-être un rôle de renforcement des capacités des jeunes Congolais. Ceux qui sont restés au pays, ben, la diaspora va transférer les technologies, va transférer les compétences. Maintenant, on ne peut pas seulement parler de la diaspora comme ça, il faut connaître cette diaspora. Donc, penser le Congo de demain, c'est de faire un plaidoyer dès aujourd'hui auprès du ministère en charge qui s'occupe de la diaspora, qui doit en fait faire un travail de fond. Il faut donc déjà commencer à recenser cette diaspora, savoir qui est où et qui fait quoi. Donc répertorier les compétences de cette diaspora, c'est important. Pas seulement compétences, mais aussi expérience. Donc je pense que c'est le premier travail à faire. Il faut faire une cartographie de la diaspora congolaise. Comprendre ce que cette diaspora peut offrir au pays, mais aussi comprendre, connaître les attentes de cette diaspora vis-à-vis, par exemple, du gouvernement. Et il faut par la suite créer des partenariats, mais des vrais partenariats. Alors, pour faire cette cartographie, nous avons nos ambassades, nous avons des consulats. Donc, les représentations diplomatiques peuvent aider, en fait, le gouvernement à recenser, à faire ce travail de recensement. Donc, il faut également établir une bonne communication avec des consultations qui prendront en compte également des consultations régulières avec la dite diaspora. Donc, la question sera de mettre à profit le potentiel, en fait, de ces Congolais qui vivent à l'étranger, de faire bénéficier leur expérience aux jeunes Congolais. Il faut bâtir des liens, mais vraiment des liens de confiance avec la dite diaspora, et enfin associer cette diaspora de manière, je dirais, complète au développement et mettre en place des mécanismes également de suivi et d'évaluation. Donc de façon spécifique, il faut promouvoir, penser le Congo de demain, c'est déjà penser à promouvoir la coordination et la collaboration entre les experts qui sont au Congo et les experts de la diaspora. Vous savez, nous avons une diaspora qui est assez riche. Dans la diaspora congolaise, on compte des sportifs, on compte des artistes, on compte des entrepreneurs, on compte des chercheurs, on compte des écrivains, mais des gens comme des Alema Bankou, des gens comme des Emmanuel Dongala.
Donc on peut compter vraiment sur eux pour construire, pour bâtir le Congo de demain. Alors pourquoi les écarter? Donc le penser le Congo de demain, c'est inclure toute cette diaspora. On a une diaspora aujourd'hui, nous parlons ici, c'est les Congolais de l'île qui en fait nous permettent de nous exprimer dans ce forum. Mais est-ce que le gouvernement, est-ce qu'au Congo on sait le travail que les Congolais de l'île, le magnifique travail que les Congolais de l'île font? Certains le savent, mais d'autres l'ignorent. Alors déjà, quand je parle de la cartographie de la diaspora, il faudrait déjà qu'on sache qu'à Lille, il y a des Congolais, il y a une association des Congolais de Lille qui prouve, qui œuvre également pour le développement du Congo. Il y a beaucoup des associations comme ça, donc il faudra déjà commencer à les recenser. Voilà. Donc, ce que je souhaiterais dire, donc il faut mobiliser les ressources de la diaspora. Et donc, on inclut, parce que je l'ai dit dans ma définition, la paix positive, c'est l'équité, c'est la prise en compte de toutes les couches. Voilà. Et donc, la diaspora, penser le Congo de demain, c'est également inclure. Si la diaspora parvient à apporter son expertise pour le développement du Congo, ben, croyez-moi, on va aboutir à un Congo prospère, à un Congo où vraiment le développement sera durable, un Congo vraiment paisible. Alors, on va donc poursuivre cet exposé. Alors, ce que je peux rajouter à ce que j'ai déjà dit, c'est que penser au Congo de demain est en fait une ambition d'un avenir d'un Congo radieux. Voilà. Et cette ambition, en fait, ne se réalisera que si le Congo se réconcilie, par exemple, avec ses systèmes d'éducation et de formation, qui transmet, en fait, en réalité, on peut dire, transmet le fardeau de son héritage colonial, 60 ans après. Et c'est ce qui est bien dommage. Donc, il faudra déjà penser à la réforme de ce système éducatif et le plan national de développement est clair là-dessus. Donc, nous voulons en fait, il faut une politique impulsée par la volonté, par exemple, de créer un système d'éducation et de formation de qualité, dont l'objectif, en fait, sera d'offrir au Congo des ressources humaines performantes, adaptées surtout aux valeurs communes, voilà, et donc aptes même à la réalisation de la mise en œuvre il y a une politique qui existe au niveau du ministère de l'Éducation. Ils ont mis en place une bonne politique aussi. Mais pourquoi on a l'impression que les choses n'avancent pas? Alors, le plaidoyer, encore et encore. La formation qualifiante, la formation professionnelle. Là aussi, il faut changer de paradigme. Vous savez, à l'époque, on avait l'impression que ceux qui allaient vers les corps de métier, c'était des échoués du système classique. Mais c'est faux. Aujourd'hui, tous ces jeunes diplômés, nous voyons des jeunes diplômés avec la licence, mais qui vendent de la cigarette parce qu'il n'y a pas d'opportunité d'emploi. Tous ces jeunes qui ont fait des licences, des maîtrises et qui attendent en fait d'être employés pour travailler dans l'administration. Mais aujourd'hui, la fonction publique ne recrute presque plus. Alors, mettons donc l'accent sur la formation qualifiante. En ce moment-là, on aura des jeunes, plutôt que d'être demandeurs d'emploi, mais qui seront en mesure de créer leur propre emploi. Donc, c'est aussi ça, penser le Congo de demain, c'est mettre au centre la formation technique et professionnelle. Donc le Congo doit se reposer. Penser le Congo de demain, c'est penser à arriver à un Congo qui reposera en fait sur un capital humain compétent. Donc le Congo doit faire appel à une éducation déjà holistique, inclusive et équitable, soutenue par des conditions d'apprentissage continu tout au long de la vie. Constituant, on peut dire, la condition sine qua non du développement durable. Mais c'est de ça qu'il est question. Alors, la bonne gouvernance, oui, le leadership, la responsabilité mutuelle,
sont vitaux également pour la bonne marche du Congo. Donc, le Congo de demain, c'est prendre en compte ces aspects. Le développement de la science, ouais, on n'en parle pas souvent, mais c'est important. Le développement de la science, la technologie et l'innovation, impulsé par la créativité. Voilà, c'est ce que je vais ajouter. C'est bien de parler de la science et de la technologie, mais il faudrait qu'il y ait de la créativité et l'esprit d'entreprise, en fait, devra reposer sur une formation, une pédagogie et la recherche. Moi, c'est comme ça que j'entrevois le Congo de demain. Donc, il faudra favoriser un environnement propice, je dirais, à un esprit sain dans un corps sain, oui, assuré par une bonne alimentation et un état physique et socio-psychologique adéquat. C'est là où intervient toute la place qu'on doit accorder à l'agriculture, par exemple. Sur ce, il faut penser à nos agriculteurs. Il faut penser à produire local. Il faut penser à consommer local. Mais nous devons également avoir des moyens pour consommer local. Donc, penser le Congo de demain, c'est aussi mettre sur pied, en fait, je dirais, les différents piliers, à savoir une volonté politique de redynamiser le secteur de l'éducation et de la formation. Pour moi, c'est la clé. Lorsque la jeunesse d'un pays est formée, rassurez-vous, il n'y aura pas de tribalisme, il n'y aura pas d'étiquetage, il n'y aura pas de favoritisme. Ce sera le mérite qui primera. Alors, les conflits armés, les conflits ouverts, tout ça, on mettra de côté parce que la jeunesse, elle est en fait éduquée. La jeunesse, elle est formée. Donc, je dirais, penser le Congo de demain, c'est penser à un environnement de paix et de sécurité. Et c'est penser à une égalité de genre. J'en ai parlé tout à l'heure. L'inclusion de la femme, voilà, inclure la diaspora. C'est penser aux sensibilités de différences culturelles. Aujourd'hui, la problématique des populations autochtones, c'est un peu au centre. Et ça, c'est quelque chose de positif. Alors, nous disons chapeau. Donc, penser au Congo de demain, sous le prisme, on reste sous le prisme de la paix positive, enjeu majeur pour le développement durable, c'est penser à une coalition, par exemple, des acteurs, pour un processus, je dirais, participatif, crédible, et autorisant des partenariats solides entre le gouvernement, la société civile et le secteur privé. Ah oui, la société civile a un rôle important à jouer. Bien, tout entendu, le secteur privé, mais aussi l'Église, les chefs traditionnels. Alors, c'est tout cet ensemble-là qu'on doit prendre en compte, qu'on doit inclure. Penser le Congo de demain, c'est penser à l'orientation et l'accompagnement des apprenants à tous les niveaux et dans les différents types de formation. On peut former, mais s'il n'y a pas d'accompagnement, que voulez-vous qu'on fasse ? Lorsque j'ai parlé tout à l'heure de la formation qualifiante, mais après la formation, on doit être en mesure d'accompagner ces jeunes. Donc, penser le Congo de demain, c'est penser à la création et le développement continu d'un environnement propice à l'apprentissage. Alors, donc, dans la même lancée, penser le Congo de demain, c'est encourager la formation pratique et récompenser, j'ai parlé de l'innovation tout à l'heure, oui, il faut récompenser l'innovation et les innovateurs. Donc, penser le Congo de demain, c'est aussi faciliter, je dirais, la mise en œuvre des projets d'incubateurs, voilà, et des programmes de mentorat. Penser le Congo de demain, c'est employer les moyens informels et non formels, par exemple pour la diffusion des connaissances et de la culture scientifique. Penser le Congo de demain, c'est vraiment... penser à... Bon, ça c'est ce qu'on dit, ça revient chaque fois à l'adéquation formation-emploi. Donc c'est en fait tout cet ensemble-là. Maintenant, à côté de cela, on va rajouter aussi... bon, peut-être avant de rajouter, je dirais, en fait c'est cet ensemble. Si nous parvenons à les mettre en pratique, parce que si j'en parle, c'est parce qu'effectivement, les défis sont là.
Quand on prend les infrastructures, par exemple, scolaires, alors ils sont dans un état, je ne sais pas comment les qualifier. Regardez un peu dans les zones enclavées, comment est-ce que nos enfants étudient? Comment est-ce que nos enfants, mais les conditions ne sont pas adaptées. Alors pour un pays de 5 millions d'habitants, avec autant de richesses, on peut faire mieux. Ouais, il n'est pas question de vraiment d'applaudir, mais il est question justement de la réforme. Donc il faut reformer. Il faut reformer. Donc voilà d'ores et déjà ce que je tenais à dire. J'ai mis l'accent sur la formation, sur l'éducation. Et maintenant, je vais parler peut-être d'un dernier aspect également à prendre en compte, qui est celui de... Voilà, j'ai parlé un peu de l'accès, de la qualité et aussi de l'équité. Mais aussi, je vais peut-être parler de la justice transitionnelle. Voilà. Pour une paix durable, ben, il nous faut peut-être mettre en place un processus de justice transitionnelle, hein, qui va nous permettre d'arriver à un Congo peut-être plus apaisé. Donc nous avons parlé de la justice transitionnelle qui va constituer en fait le dernier point de notre intervention de ce jour. Alors, penser le Congo de demain sous le prisme de la paix positive, c'est peut-être penser déjà à mettre en place un processus de justice transitionnelle. Vous savez, le pays a connu des guerres civiles, on a un passé assez lourd, et après ce passé-là, il y a des mesures qui ont été mises en place pour consolider la paix, mais on a eu même avant ces guerres civiles, hein, on a connu la conférence nationale souveraine. Mais je dirais, il y a des choses en fait qui n'ont pas, il y a des mécanismes hein, qui n'ont pas été pris en compte. On aurait par exemple pu penser à la justice transitionnelle et aujourd'hui c'est un plaidoyer que nous faisons. Si on ne le fait pas aujourd'hui, mais on devrait le faire dans l'avenir, ce sera important. Alors la justice transitionnelle, c'est tout simplement, pourquoi y penser? Ben, c'est pour régler un peu les injustices hein, du passé. Donc c'est faire un peu, parce que pour mieux avancer, c'est vrai, on ne va pas s'attarder sur notre passé, non. Il faut voir le futur, il faut avancer. Mais si, lorsqu'on a un passé lourd, je pense pour mieux avancer, il faut regarder ce passé-là et essayer de corriger peut-être ce qui n'a pas marché, essayer de corriger voilà, tout ça dans l'élan d'un avenir toujours meilleur, dans l'élan d'un avenir toujours prospère. Alors, pourquoi je parle de la justice transitionnelle? Ben, parce que c'est la justice transitionnelle qui est là, en fait, pour affronter les legs d'exactions graves en vue d'éviter, par exemple, l'impunité et de soutenir même le rétablissement de droit et la réconciliation nationale. Ça, c'est un peu hein, le but de la justice, on va dire, transitionnelle. Et pourquoi donc aujourd'hui parler de la justice transitionnelle? Ben, nous ne nous voilons pas l'histoire. L'histoire est là. On a une histoire assez sombre, mais qui n'a jamais été archivée. Comme vous le savez, aujourd'hui nous parlons de 60 ans d'indépendance, mais nous avons perdu un président de la République qui avait été assassiné, le président Marien Ngouabi. Lumière n'a jamais été faite. Tout un cardinal, le cardinal Émile Biayenda, qui était d'ailleurs le plus jeune en Afrique centrale, pour ne pas dire le premier. Ça fait presque 42 ans aujourd'hui. 42 ans aujourd'hui que le cardinal avait été enlevé et assassiné. Vérité n'a jamais été faite sur les faits. Et c'est une douleur aussi bien pour l'Église, pour les familles et pour la nation congolaise. Alors, il faut peut-être établir la vérité, ça sera peut-être encore plus douloureux, mais il faudrait des journées aussi de réflexion nationale. Ça ne peut pas passer, on ne peut pas mettre ça dans l'oubli, mais il faudra peut-être aussi, juste, parce que c'est l'État, on doit demander pardon pour tout ce que nous avons fait. On doit penser peut-être à commémorer cela autrement.
en baptisant par exemple des édifices au nom par exemple de Émile Biayenda. Nous avons un ancien président de la République, Massamba Deba, qui fut également assassiné. Alors, il y a le vide historique autour. Mais tout ça, ça fait partie de l'histoire du Congo. Aussi sombre que ce passé soit-il, hein, il faudra peut-être penser au droit de savoir. Pour des générations futures, c'est important. Oui, le droit de savoir, on peut penser à mettre en place une commission vérité, à l'instar de l'Afrique du Sud, ce qui s'est passé en Afrique du Sud. Une commission de vérité, parce que c'est ça, penser le Congo de demain, c'est avancer sans blessure. C'est se dire, oui, voilà ce qu'on avait fait, mais on veut surtout plus que cela se reproduise. C'est surtout cela en fait. Donc la garantie de non-répétition, parler de ça aujourd'hui, c'est en fait faire en sorte que l'état de droit puisse vraiment primer au Congo. Faire en sorte qu'il y ait une garantie de non-répétition. Tous les assassinats, il y a eu beaucoup des enlèvements. On parle aujourd'hui de 13, 14, 15 août, mais beaucoup de choses ont eu lieu. Il y a eu des enlèvements des évêques, par exemple, etc. Alors tout ça, rien. Mais ce qu'on veut, nous voulons avancer et que cela vraiment ne se reproduise plus. Donc nous pensons nous faisons un plaidoyer pour vraiment un état de droit. Il faut la réforme du secteur de la sécurité, c'est important. Et bien évidemment, comme je l'ai dit, les garanties de non-répétition. Alors, il faut penser justement, quand je prends la réforme du secteur de la sécurité, ça entre. Il faut réformer l'armée, il faut réformer la police, il faut réformer le système judiciaire. Et bien évidemment, la promotion des droits de l'homme. Il faut promouvoir, il faut respecter les droits de l'homme, et c'est aussi cela le Congo de demain. Donc voilà en conclusion ce que je peux par là dire. Si nous prenons en compte tous ces aspects, nous allons, la formation, l'éducation, la prise en compte de la diaspora, tout ça c'est vraiment pour construire, pour bâtir le Congo du point de vue de développement. Et si nous mettons vraiment en place le plan national de développement, nous allons aboutir à un Congo où on aura de l'électricité, où on aura de l'eau en permanence, où nos enfants seront formés, où on va bannir le tribalisme, on va bannir les étiquettes, on va parler vraiment de l'unité nationale, on va briller dans les concerts de nations. C'est de ça qu'il s'agit. Et par ricochet, nous allons donc expérimenter la paix positive. Parce qu'il y aura de l'équité, il y aura de l'inclusion sociale. Les groupes qui sont encore marginalisés, on les prendra en compte. On fera vraiment pleinement jouer le rôle, la femme va jouer pleinement son rôle, en complémentarité avec en fait l'homme à côté de l'homme. Alors tout cela va concourir en fait à expérimenter la paix positive et on va aboutir, on pourra dire, à un développement durable. Donc sur ça va être peut-être notre dernier mot. On pourra peut-être y ajouter ce qui nous vient à l'esprit en fait, c'est ces aspects-là. Mettre en œuvre, nous avons une constitution vraiment bien faite. Mettons en œuvre la dite constitution. Nous avons notre plan national de développement, mettons en œuvre. Il y a plein de politiques qui ont été adoptées. Mais vraiment, il ne faudrait pas que ce soit que du papier. Sur le terrain, on veut voir le changement. Le Congo, la jeunesse, nous aimons notre pays. Mais faites en sorte que nous puissions aimer ce pays davantage. Nous avons l'impression que les politiques ont détruit ce pays. Mais nous avons espoir que le Congo de demain sera meilleur que celui d'aujourd'hui.